Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous avez passé une belle semaine. Écoutez, donc aujourd'hui, on va faire comme d'habitude, vous savez, la session du vendredi soir avec le retour sur la semaine, sur ce qui s'est passé sur l'actualité crypto, mais même également un petit peu économique, parce que tout est lié, on le sait désormais, et encore plus, notamment, vous allez voir, et là, c'est un truc de fou quand même, c'est les révélations sur notamment Jeannette Street, donc l'entreprise qui aurait, j'ai encore le conditionnel parce que l'enquête est encore en cours, mais qui aurait manipulé les cours du Bitcoin depuis quand même plusieurs mois. Donc, comme par hasard, depuis la chute des cours du Bitcoin. Mais encore une fois, à prendre au conditionnel parce que l'enquête est en cours, mais en tout cas, les accusations quand même ont été lancées par rien de moins que les enquêteurs qui ont fait justement la liquidation de Terraform Labs. Je rappelle tout ce qui a été lié au crash de Terra Luna en 2022. Bon, donc on hallucine, clairement, c'est un feuilleton, je pense vraiment la crypto, c'est vous rentrez si vous êtes cardiaque, surtout évitez la crypto-monnaie parce que vraiment c'est un truc de fou. Bon, donc du coup aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de tout cet aspect-là, je vais vous expliquer bien évidemment sur l'aspect Bitcoin, je vais vous faire le point sur les ETF Bitcoin également comme d'habitude, sur l'actualité Bitcoin, mais également sur l'actualité crypto plus générale avec les projets en ligne de mire comme VeChain, notamment Ondo, Chainlink, enfin tout ce qui est en lien avec le RWA, vous savez. Et également, bien sûr, l'actualité économique, puisque en ce moment, on voit vraiment qu'il y a une panique qui est en train vraiment de se propager aux États-Unis sur, eh bien, les crédits privés. J'en avais déjà parlé la semaine dernière avec l'entreprise Blue Owl, eh bien, qui a fait un petit peu paniquer tout le monde. Et là, on est passé sur une autre entreprise qui est carrément en faillite aux États-Unis. Bon, c'est pas folichon quand même quand on voit la finance traditionnelle. Donc, je vous en parlais, je vous présentais tout ça, mais on voit vraiment que les choses bougent en coulisses parce que bien évidemment, tout ça, c'est pas mis en avant dans les infos. Tout va bien dans le meilleur des mondes, ça, c'est clair sur les médias mainstream. Bon, donc on va voir tout ça, et puis tout est lié, forcément. Donc déjà, bah écoutez, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like pour supporter la vidéo, pour aider la chaîne, à vous abonner également, et puis surtout, bah n'hésitez pas à continuer à converser, vraiment, c'est vraiment sympa entre nous, entre passionnés, on est là pour ça. Allez, j'y vais, et puis n'hésitez pas à me caler un petit café, sandwich, et c'est parti. Let's go avec les ETF Bitcoin Spot dans un premier temps et regardez, cette semaine, on est repassé dans le vert. Alors là, effectivement, on a des flux de positifs. Désormais, sa première semaine depuis, je crois, très longtemps qu'on a eu des flux positifs directement injectés sur les ETF Bitcoin Spot au point que nous avons atteint désormais les 54,8 milliards de dollars de flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot, et dont c'est quasiment, allez, 5, 7, 8, 9, quasiment 1 milliard de dollars qui ont été injectés cette semaine sur le marché du Bitcoin au niveau des ETF. Donc on voit que là, la courbe en cumulé des ETF Bitcoin Spot est en train de légèrement repartir à la hausse. Alors bien sûr, on va voir est-ce que ça va être une tendance prolongée, est-ce que c'est un petit soubresaut du marché? Ben là, je ne sais pas sur le court terme, encore une fois, je ne peux pas vous dire et personne ne peut vous dire, mais c'est quand même étonnant, très étonnant, là aussi je vous en parle après derrière, que comme par hasard, au moment où l'affaire Janet Street est dévoilée au grand jour, vous avez les ETF, vous avez le Bitcoin qui repart à la hausse cette semaine. Bon, c'est incroyable. Après, ça s'est rechuté et tout, mais au niveau des flux, en tout cas, sur les ETF Bitcoin, on est en train de repartir à la hausse. Donc c'est quand même incroyable, des fois les coïncidences aussi. Bon, j'en parle en détail juste après, donc voilà, patiente un petit peu là-dessus. Sinon, pour rester sur les ETF, ben là, Ethereum, écoutez, c'est pareil dans une moindre mesure, mais là aussi, on est sur un flux cette semaine positif, de 100 millions à peu près de dollars injectés sur les ETF Ethereum Spot. Donc on voit qu'il y a un regain de tendance qui devient positif de nouveau. Et puis Ethereum, effectivement, on voit que la courbe est légèrement en train de repasser vers la tendance positive, mais bien sûr, c'est le court terme. Donc on ne sait pas du tout si la tendance va se prolonger ou pas, vers le haut, vers le positif. Bon, les jours qui viennent, les semaines qui viennent, nous le dirons. Alors Solana, eux, vraiment, c'est les extraterrestres, mais même eux voient un afflux plus important cette fois de capitaux directement dans leurs ETF, puisque on a eu 30 millions de dollars, et ça, c'était pas arrivé depuis très longtemps, des capitaux comme ça aussi massifs sur Solana, que je rappelle que sur une journée, les 30 millions, c'est plutôt Ethereum, qui a tendance à attirer ce genre de montant.
voir Bitcoin dans ses mauvais jours, entre guillemets, lorsque des flux positifs, mais plutôt faibles. Bon. Donc là, 30 millions de dollars, on commence à parler d'un projet vraiment qui se rassemble, qui se ressemble de plus en plus à des injections vers Ethereum, notamment. Donc Solana, vraiment, continue d'attirer les capitaux au niveau institutionnel, hein, c'est évident et c'est très positif, bien sûr, pour le projet et également les altcoins en général, parce que ça veut dire que la liquidité, toujours, eh bien, se dirige vers quand même les altcoins quand on voit Solana comme ça. Bon. Ensuite, je continue. Donc là, c'est moins positif, malheureusement, pour le XRP. Enfin, je veux dire, ça stagne, parce que la semaine dernière, nous étions également autour des 1100 dollars, 1100 millions de dollars, enfin 1 milliard de dollars en fait, injectés sur le marché de XRP. Bon, ça n'a pas trop bougé hein, cette semaine, donc ça stagne. Là aussi, bon. Voilà, donc comme on dirait pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ben là on dit pas de d'injection, stabilisation, pas de capitaux sortants, bonne nouvelle. Allez, on va dire ça comme ça. Mais bon, pas forcément une bonne chose non plus. Allez, je continue. Donc là, vous voyez, pour tout ce qui est l'aspect des ETF, on est vraiment en train de repasser soit sur des flux qui sont stables, notamment pour XRP, soit pour des flux qui redeviennent positifs. Donc cette semaine, c'était vraiment une tendance positive, il n'y a rien à dire sur les ETF de façon générale au niveau des crypto-monnaies. Ensuite, je continue. Maintenant, je passe aux articles. Donc on va on est un petit peu dans le cœur du sujet de qu'est-ce qui se passe. Enfin, je donne mon avis également sur la suite des choses, tout ça, comme d'habitude, hein, je vous le dis. Enfin, pas de spoil, hein. Vous savez que sur le moyen et long terme, je suis méga bullish sur la crypto-monnaie parce que la technologie est là, les fondamentaux sont là, et également, eh bien, l'intérêt institutionnel, gouvernemental est là forcément parce que l'utilité est beaucoup trop présente, et bien trop réelle. Et bien trop révolutionnaire pour que justement tout ce petit monde-là, tout ce gratin, de la finance en traditionnel laisse passer. Voilà, donc c'est qu'une question de temps avant que les fondamentaux rattrapent les prix, et donc c'est pour ça que je vous le dis sur le moyen long terme, je suis extrêmement bullish sur le Bitcoin et également sur le RWA, hein, vous savez, les actualités crypto, de la tokenisation d'actifs, mais les bons projets, bien sûr, pas les projets shitcoin, hein, on est d'accord. Donc, journalducoin.com, Ethereum dévoile sa roadmap jusqu'en 2029, plus rapide, plus privé et quantique résistant. Donc, très important, hein, bien évidemment, parce qu'il y a une polémique et puis surtout avec l'arrivée de l'IA et les capacités de l'IA de plus en plus de hacker des systèmes de plus en plus performants, effectivement avec la technologie quantique couplée à l'IA, on risque vraiment de passer des sales moments là, dans le futur au niveau du cryptage, clairement. Donc la crypto-monnaie peut même être mise en danger, ainsi que bah, perdre nos fonds, tout simplement, les bitcoins, etc. Donc, journalducoin.com, voilà, là, on a eu la roadmap, ce qu'on appelle la Straw Map. Donc, c'est une feuille de route jusqu'à 2029, qui est précisée donc par Vitalik Buterin, donc le fondateur d'Ethereum, ou un des cofondateurs en tout cas. Et donc, les axes majeurs, c'est pas compliqué, c'est surtout la rapidité, en fait, et la scalabilité du réseau. Donc là, c'est vrai que pour faire une transaction, il faut quand même plusieurs minutes, voire dizaines de minutes dans le pire des moments, on va dire, sur Ethereum. Et là, il prévoit bah, de le passer à plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il vise pour rendre en fait la blockchain Ethereum bien plus performante, tout simplement à un niveau planétaire, parce que la scalabilité derrière qui est visée également à travers les layers 2, tout ça, c'est de rendre en fait tout simplement Ethereum euh, à l'échelle quasiment d'Internet qu'on a aujourd'hui. Au final, si on traduit vraiment la feuille de route derrière. Voilà. Donc, révolution majeure sur Ethereum, mais rien non plus de révolutionnaire, de très changeant par rapport à ce qu'on peut faire sur le plan technique pour une blockchain au final. Ils veulent l'améliorer en fait, tout simplement, pas forcément une transformation. Et donc ça, bah, on a déjà deux mises à jour qui vont être mises en place cette année, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc on verra bien forcément, bah là c'est en fin d'année, la prochaine, enfin dans 6 mois. Donc on verra ce que ça donne à ce moment-là. Bon, allez, je continue, toujours sur journalducoin.com, le bouton continue de miser sur Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors là, c'est très intéressant, vous voyez, un moment où effectivement on a bah, la peur qui atteint son comble au niveau du Bitcoin, les prix qui sont pas forcément au rendez-vous, qui stagnent, qui range autour des 60 000, 70 000 dollars. Bon, on a vraiment une phase, si on suit les réseaux sociaux, de capitulation totale. On est en bear market, en gros, hein, si on doit écouter les réseaux sociaux. Sur le Bitcoin, enfin bref, faut arrêter les cryptos, faut tout arrêter. Mais en parallèle, vous avez quand même des pays carrément, hein, le Bhoutan,
qui continuent finalement de croire aux crypto-monnaies, au Bitcoin, au point donc de mettre des infrastructures de minage extrêmement importantes sur le Bitcoin. Et avec les Bitcoins minés, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils allouent ces fonds-là, liés au Bitcoin, liés aux performances liées au Bitcoin, à un fonds souverain, donc associé carrément au gouvernement du Bhoutan, voilà, pour, eh bien, tout simplement gérer des fonds. Voilà. Comme un fonds souverain, un principe même d'un gestionnaire d'actifs. Voilà, donc la boucle est bouclée et même ils sont en train d'aller beaucoup plus loin et de construire un complexe, alors je sais pas si c'est vraiment industriel ou une ville, ou enfin, ils le disent pas vraiment comme ça, mais en tout cas un ensemble d'infrastructures, bâtiments, hein, tout ça avec comme une petite ville, je pense, autour du Bitcoin et de la Silicon Valley, un petit peu, si vous voulez, lié à tout ça. Non, vraiment très intéressant ce qui se passe. Donc, on a vraiment une dissonance extrêmement forte entre finalement la finance traditionnelle, les élites, entre guillemets, de la finance, les gouvernements, et derrière, eh ben, le sentiment de marché catastrophique, notamment sur les réseaux sociaux, ou même de façon générale quand on voit les performances. Donc, l'émotion est à son comble et la peur, le fear and greed index n'a jamais été aussi bas. Je vous rappelle, sur la crypto depuis 2022, même 2020. Donc, quand il y avait le Covid et l'affaire FTX également. Alors, on a atteint des niveaux de peur de ce cadre-là quand même. Vous voyez, c'est assez incroyable ce qui se passe. Allez, je continue toujours avec, donc là, cette fois, cryptost.fr, la corrélation entre Bitcoin et les actions au plus bas. Donc là, premier récap. Donc la nuit a été marquée par plusieurs mouvements majeurs dans le secteur crypto et financier, rumeurs d'acquisition dans le paiement, nouvelle stratégie de staking, forte hausse de capitalisation du marché. Bon, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées et donc on a eu là le cryptost.fr qui a fait un récap tout simplement de la nuit du 24 au 25 février 2026. Et ce qui est très intéressant, effectivement, ce qui ressort là-dessus, c'est qu'on a une corrélation de moins 43% entre le Bitcoin et les actions. Et ça, c'était pas arrivé depuis quand même plusieurs années. Alors, je crois 2022 ou 2020 là aussi, à ce niveau-là. Donc, le Bitcoin, et j'avais fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines également, la corrélation par rapport à l'or. Là aussi, très intéressant. On n'a jamais eu une corrélation aussi basse, aussi déglinguée entre l'or et le Bitcoin. Et ça, ça s'explique très facilement. Le Bitcoin a fait moins 50% là en 6 mois. Carrément, l'or a fait plus 50%. Bon, voilà, mathématiquement, en fait, la liquidité, on dirait, elle s'est dirigée, elle est passée du Bitcoin vers l'or. C'est un peu l'impression qu'on peut avoir si on regarde déjà ce ratio entre l'or et l'argent. Bon, et je vous rappelle que, en tout cas, c'est mon avis, que la liquidité doit tourner. La liquidité n'aurait jamais un endroit précis, sur une temporalité, en tout cas donnée. Donc à voir ce que ça a donné, mais moi c'est pour ça aussi que je pense on aura un moment, de toute façon, dans tous les cas, un revirement de tendance extrêmement fort et brutal sur le Bitcoin, parce que la liquidité ne peut pas fuir à jamais le Bitcoin. Voilà, elle doit tourner. Bon, c'est mon avis, je peux me tromper, hein, bien sûr, je le dis, mais en tout cas sur le court terme, je sais pas, encore une fois, je le répète, hein, que j'ai pas de boule de cristal, je suis pas devin, je suis même pas conseiller financier, donc je donne mon analyse, que je pense d'après mes propres analyses, mais voilà. Après, sur le court terme, on sait pas. Par contre, moyen et long terme, je répète, vous voyez là, avec la corrélation qu'on a entre le Bitcoin et les altcoins et les actions, par exemple, ou même l'or, à un moment ou à un autre, l'argent va se redéverser sur le Bitcoin. Alors, au détriment peut-être de l'or, justement, et des actions, pourquoi pas. Ou alors, il y aura par exemple, ce sera au détriment de l'or, mais par contre, les actions et le Bitcoin retrouveront une corrélation plus forte. Ou alors, inversement, c'est là où ça va être le plus intéressant, je pense, à suivre. Si le Bitcoin atteint vraiment une valeur refuge, au même titre que l'or, alors il est possible qu'on ait le Bitcoin et l'or qui, un jour, est une corrélation pas parfaite, je dirais similaire. Et que les actions, eux, se fassent coiffé au poteau, par exemple, défoncé, un peu comme dans la crise de 1929 ou 2008, ou voilà. Ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, je peux, enfin, j'envisage, en tout cas, euh, sur le moyen long terme. En tout cas, au fur et à mesure que le Bitcoin atteigne de plus en plus son aspect de valeur refuge. Allez, je continue, hop, let's go, avec toujours cryptost.fr. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est toujours pareil. Vous voyez, le même refrain. J'ai l'impression de me répéter. Je suis désolé, mais c'est toutes les semaines, c'est comme ça. Bitcoin, plus de 400 000 bitcoins ont été accumulés depuis son passage sur les 70 000 dollars.
Et devinez qui a acheté les bitcoins? Bon, bah, vous connaissez la réponse, voilà, c'est les baleines. C'est les, c'est les institutions, c'est les institutionnels, les entreprises, les gouvernements qui ont acheté du bitcoin, notamment le Bhoutan, par exemple. Eh ben voilà. Donc, pendant que monsieur, madame, tout le monde, excusez-moi de le dire comme ça, mais je m'inclus dans le monsieur, madame, tout le monde, hein, particuliers ont tendance à laisser les émotions prendre la place et le pas sur finalement la rationalité, et bien de l'autre côté, vous avez les institutionnels, les gouvernements, les analystes, etc., qui eux restent froids et ont une vision plutôt long terme. Voilà, comme dirait Warren Buffett, au final, c'est pas compliqué tant que ça de miser sur quelque chose, sur un actif, à condition que l'on connaisse parfaitement cet actif, qu'on le comprenne et qu'on le croit surtout sur le long terme. Voilà. C'est et c'est vrai que quand on regarde les plus gros milliardaires, au final, et les plus gros investisseurs, ils n'ont jamais construit leur fortune sur le court terme. Ça a toujours été sur le moyen, long terme et sur des classes d'actifs plutôt restreintes. Ils n'ont pas misé sur 40 000 actifs, mais sur une poignée qu'ils connaissaient parfaitement, au final. Voilà. Et donc, je pense qu'on est en train d'assister pour le Bitcoin à la même chose. Si vous croyez en fait au Bitcoin, eh bien, en fait, vous êtes sur le long terme. Et là, vous êtes tranquille. Si vous êtes sur du court terme, vous allez vous faire défoncer parce que au final, vous êtes soumis à l'émotion. En plus, peut-être pas forcément croire tant que ça au Bitcoin si vous restez sur le court terme, par exemple. Ça veut dire que vous ne croyez pas tant que ça au Bitcoin sur le long terme. Enfin voilà, il y a plein de choses vraiment à se poser la question, même en tant qu'investisseur. Je dis pas, j'ai pas la réponse à toutes ces questions, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, donc autant le Bitcoin avec une météorite qui s'est... Enfin bref, je dis n'importe quoi, mais ouais, il y a une attaque, il y a une cyberattaque, il y a plus d'Internet. Enfin voilà, en plus avec la guerre Iran-États-Unis, on se pose même la question, c'est-à-dire s'il y a une troisième guerre mondiale, enfin tout est possible. Au final, on est dans une époque géopolitique où tout est possible. Donc voilà, mais si vous y croyez, eh ben autant viser le long terme alors. C'est ça l'enjeu, je pense, du moment en tout cas, pour cet aspect-là. Mais les institutionnels, vous l'avez compris, eux, bah, ils accumulent, donc ils visent plutôt le moyen long terme, clairement. C'est pas la même stratégie, en tout cas, que certaines personnes qui visent le court terme dans cette société de surconsommation. Du coup, tout le monde veut les choses, enfin, beaucoup de personnes, en tout cas, veulent les choses de façon court-termiste. Allez, je continue. Et effectivement, quand je vous dis les institutionnels continuent de croire au Bitcoin et d'accélérer les choses même au niveau du Bitcoin, là j'ai un article de cointribune.com, 21 Shares inscrit donc le STRCNA et propose un rendement adossé au Bitcoin en Europe. Voilà, donc les investisseurs européens disposent désormais d'un nouveau moyen d'accéder à un rendement d'entreprise adossé au Bitcoin. Et donc, tenez-vous bien, 21 Shares a lancé un produit négocié en bourse, donc lié aux actions privilégiées émises par l'entreprise Stratégie de Michael Saylor. Ah. Et voilà, donc la boucle est bouclée au final. Voilà, donc Michael Saylor est en train d'être la référence à travers son entreprise Stratégie au final de banque Bitcoin. Et donc, il va finalement, qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il est déjà en train de faire la stratégie avec Michael Saylor avec son entreprise stratégie, il est en train d'être la référence, donc la banque Bitcoin pour les institutionnels. Voilà, c'est quand même ce que je vous disais il y a quelques mois là. Bon, ben on y est en fait. Donc, vous voyez, les choses quand même s'agencent à un niveau jamais vu, en tout cas pour la crypto, c'est clair. On avance de plus en plus fort, au final, dans la légitimité et dans la reconnaissance par la finance traditionnelle du Bitcoin et de la DeFi. Mais là, on a un niveau quand même assez incroyable où, au final, on a des banques Bitcoin qui sont en train d'être, sans le dire officiellement, mais officieusement, c'est ça, en fait. Ah, voilà. Et ça, c'est d'autant plus intéressant, c'est là où, enfin, franchement, on voit le truc de fou, et le sentiment de marché également, c'est que là j'ai un tweet de Zona du Coin, c'est que l'action donc MSTR de MicroStrategy, enfin de stratégie de Michael Saylor, est la plus shortée au monde. Vous voyez le truc de quand même de schizophrène, c'est-à-dire que vous avez les institutionnels, les baleines qui investissent là, qui continuent d'accumuler du Bitcoin, et vous avez un tel sentiment de marché que derrière vous avez tout ce qui est lié au Bitcoin et même tout ce qui est lié à l'entreprise autour du Bitcoin, par exemple, donc, stratégie de Michael Saylor,
qui est carrément la plus forte au monde, c'est-à-dire que il y a énormément d'investisseurs qui parient sur la faillite, au final, sur la chute de cette entreprise, qui est en fait corrélée à l'état du Bitcoin, hein. On est d'accord là, totalement, parce que de toute façon, l'entreprise stratégie s'est endettée à mort sur le Bitcoin. Donc je pense que si le Bitcoin coule, bah forcément stratégie va couler un jour. Et puis je pense que Michael Saylor, dans ce cas-là, devra se cacher très loin sur une île déserte. Bon. Donc là, on est vraiment à un niveau de psychologie et d'émotion du marché, mais c'est un truc de fou. Voilà. Et en parallèle, vous avez des entreprises comme 21 Shares sont en train de mettre en place des services en collaboration avec donc Stratégie. En gros, pour eux, le bruit, ils s'en foutent. Ils continuent de faire un partenariat même en place, ils le disent officiellement avec Stratégie. Bon, donc on a vraiment, vous voyez, c'est schizophrène, quoi. Ça fait d'un côté, vous avez du positif, et de l'autre côté, on vous annonce, bah, tout le monde sorte Stratégie, quoi. C'est fou quand même. Bref, donc ça c'est la crypto, hein, voilà, c'est pour ça, faut vraiment pas être cardiaque pour se mettre dans ce secteur, c'est clair. Bon, allez, je continue. Cette fois, j'ai passé un petit peu aux métriques, vous savez, sur les plateformes exchange, notamment au niveau des bitcoins en réserve. Donc là, vous voyez que depuis, bah, c'est toujours pareil, hein, on est à peu près sur un palier là où on a le nombre de bitcoins disponibles dans les plateformes exchange, dans les réserves de plateformes exchange, qui est estimé aujourd'hui autour des 2 749 000 bitcoins. Voilà. Donc, c'est également là, on est toujours dans le même palier, même escalier de autour des 2 700 000 bitcoins en fait dans les plateformes exchange. On se rappelle quand même que c'est une énorme baisse comparée à notamment bah, même 2024, hein, où nous étions toujours à 3 220 000 bitcoins disponibles sur les plateformes exchange. Voilà. Donc malgré, c'est là où vous voyez quand même que logiquement, avec la baisse qu'on a eue du Bitcoin de 50% là en quelques mois, nous aurions dû avoir sur les plateformes exchange, et bien justement, tous les Bitcoins là, qui ont été vendus, ils sont passés où? Ah, je caricature, hein, bien évidemment, je caricature, vous l'avez compris. Mais globalement, on aurait dû logiquement avoir une réserve de Bitcoin sur les plateformes exchange qui aurait dû exploser au final. Si vraiment nous étions dans une capitulation totale de marché, ben, ça veut dire que ces bitcoins auraient dû être de nouveau mis en place sur les plateformes exchange, vendus en fait sur les plateformes exchange, notamment aux plateformes exchange, pourquoi pas. Voilà. C'est d'ailleurs au bear market, souvenez-vous, quand nous étions en 2023, nous étions à 3 millions, voilà, 3 200 000 effectivement bitcoins disponible sur les plateformes exchange. Parce qu'au final, personne ne voulait du Bitcoin, quoi. Enfin, c'est caricature là aussi, mais en gros. Donc, malgré le fait, et en 2023, je rappelle, le Bitcoin était dans les mêmes prix. Là aussi, ça fait rêver. Hein. C'est-à-dire que il y a 3 ans, 3 4 ans, un Bitcoin à 60 000 dollars, ça faisait rêver tout le monde. Aujourd'hui, il est au même prix. Tout le monde est. Enfin, la majorité des gens, quand on voit les faits, au final, quand on voit le crypto Fahrenheit Index qui est autour des entre 5 et 10, c'est du jamais vu quand même. Depuis FTX et le Covid, quand même. Eh bien, voilà. Donc là aussi, je dis, il y a vraiment une psychologie de marché à disséquer, là, c'est un truc de fou. Bon, donc ça, c'est l'humain, on a une mémoire court terme, hein, c'est bon, c'est connu, hein, on n'apprend pas les leçons également du passé, on n'y arrive pas. Bon, on n'y arrivera peut-être jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour ça l'importance de toujours prendre du recul, de dézoomer avant de prendre des décisions. Après, même en dézoomant, hein, ça prendre des bonnes et des mauvaises décisions. Mais je veux dire, surtout la crypto, c'est vraiment important de réfléchir et d'analyser quand même des choses, mettre les choses en perspective, surtout quand en plus derrière, on apprend qu'il y a des soupçons de manipulation de marché. Et ça, c'est là aussi, c'est quand même, ben, je me jette pas du tout des fleurs et tout, mais ça fait quand même quelques mois, on me disait, il se passe quelque chose sur le Bitcoin, notamment le 10 octobre. Le matin, je vous avais expliqué, notamment il y a quelques mois, dans les vidéos, hein, vous verrez, où j'avais expliqué qu'avant le 10 octobre, on a eu des gros soupçons de manipulation de la part des market makers. Or,
Janet Street, qu'est-ce que c'est? C'est un market maker. Et là, ils sont en train d'être poursuivis en justice. Vous voyez? Bon, tout se recoupe au final. Donc, voilà, c'est assez intéressant ce qui se passe. Et donc, j'ai continué. Après, j'expliquerai vraiment le cas Janet Street en détail quand même, parce que ça vaut le coup, ça vaut le détour de comprendre en fait ce qui se passe, et notamment avec l'arrivée, comme par hasard, des ETF Bitcoin. Donc, diablerie, hein, saloperie, pardon, excusez-moi. Mais vraiment, voilà. Bon, pour continuer, avant de passer à Janet Street, là, j'ai tout simplement un tweet de Cointelegraph, et quand je vous dis qu'il se passe quelque chose au niveau institutionnel, qu'ils sont comme des fous à accumuler du Bitcoin, regardez. C'est-à-dire que là, on a tout simplement, d'après Cointelegraph, la liste finalement du top 29 des plus gros fonds d'investissement mondiaux. Donc là, on parle de la totalité de tout ça, c'est 146 trillions de dollars. C'est-à-dire que là, sur les 30 gestionnaire d'actifs que vous avez ici, il gère 146 trillions de dollars. Ça veut dire 146 000 milliards de dollars. Bon, l'esprit n'est pas, le cerveau n'est pas capable de mettre les zéros derrière. Donc vous avez compris qu'en fait, dans tout ça, vous avez finalement l'élite mondiale qui gère au final l'argent, et puis qui sait, on ne sait pas quoi avec l'argent, voilà, on imagine, bref, pas forcément des bonnes choses, mais en tout cas, c'est là où vous avez le gratin de la finance traditionnelle. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est une fois, donc là, on a une analyse par River, la société Analytics, qui détermine le point commun entre le top 29 de ces entreprises, c'est le Bitcoin, et qui détient son propre ETF Bitcoin, soit par BlackRock, Fidelity ou alors d'autres gestionnaires d'actifs qui ont mis en place, WisdomTree par exemple, leur propre accès aux ETF Bitcoin Spot. Donc vous avez tout, mais enfin il n'y a que lui, là, Silvercrest Asset Management Group, l'extraterrestre, qui n'a pas encore investi dans le Bitcoin. On ne sait pas ce qu'ils foutent, hein. mais, mais ils vont y arriver peut-être. Ou alors, je sais pas, ils sont en barrage. Bon, peu importe, mais en tout cas, vous avez enfin, quelque chose quand même d'assez énorme, c'est que tous, voilà, sauf un, ils ont investi dans le Bitcoin, ils investissent, ils détiennent à la fois du Bitcoin et à la fois des ETF Bitcoin. Bon, bon, et c'est que le début, parce que là, on parle de 146 trillions de dollars. Donc vous avez compris qu'on met 1%, juste 1% de tout cet actif-là dans le Bitcoin, dans les ETF. Bon, bah, vous avez compris qu'on fait péter on fait péter le Bitcoin en fait. Donc quand je vous dis que moi personnellement je suis persuadé que, et je le redis, hein, je le redis clairement, que à un moment ou à un autre, on va pas comprendre, on va avoir un Bitcoin à 1 million de dollars, ça arrivera. Ça arrivera parce que ça veut dire qu'on a eu tout simplement dès l'aspect régulateur de régulation qui est encore très flou, hein, parce que je rappelle que le Clarity Act aux États-Unis n'est pas encore signé. C'est le bordel, de toute façon. De toute façon, aux États-Unis, c'est tout le temps le bordel en ce moment, hein, et ce qui se passe à tous les niveaux. Mais ça va arriver. C'est-à-dire que là, en mars, Trump, il en a marre de tout ce bordel. Il est en train de mettre un coup sur la table. Tout le monde est en train de se mettre un petit peu d'accord, apparemment, aux États-Unis, entre démocrates, républicains, sénateur, bref. Voilà. Donc, il y a un moment où le texte de loi sortira et il y aura une régulation claire et fixe sur notamment l'aspect des ETF Bitcoin Spot, mais également les stablecoins, enfin, tous les paragraphes liés à la crypto-monnaie. Et une fois que ça, ce sera réglé, vous verrez, on sera le feu vert pour justement injecter de l'argent massivement dans la crypto-monnaie, par X ou Y au final. Et donc, 1%, vous voyez, de 146 trillions de dollars, 146 000 milliards de dollars, vous avez compris que les fonds actuels qu'on a sur le Bitcoin, c'est rien. Là, on est actuellement à 54 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Bon, bah, vous avez compris que si demain, tout ce petit monde, là, tout ce petit gratin qui détiennent déjà un peu des ETF Bitcoin, hein, c'est-à-dire qu'ils ont juste à augmenter leur participation au final. Bon, il passe à 1%, 2%, boum, vous faites péter les compteurs. Et de 56 milliards, 54 milliards, on passe à 200, 300 milliards facile en un claquement de doigts. Parce que pour eux, c'est une baguette de pain, quoi, en fait. Voilà. Et ça arrivera. Et donc vous avez compris que si on arrive à multiplier les flux entrants sur les ETF Bitcoin, bah, de 2, 3, 4, forcément, ça va impacter les prix. C'est logique. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça, personnellement, nous ne sommes qu'au début
de tout simplement de l'explosion là. Et moi, personnellement, je vois chaque baisse du Bitcoin actuellement comme une opportunité au final. Bon. Après, je dis pas que vous devez faire pareil, hein. Non, non, je dis juste mon avis. Bon, je peux me tromper, hein, autant il va s'effondrer, et puis voilà. Bon. Donc il faudrait très important de faire vos propres recherches, hein, clairement. Mais en tout cas, moi, personnellement, je suis convaincu cet aspect-là. Et maintenant, voilà, j'ai passé à la fameuse affaire Jane Street, comme vous pouvez voir ici, qui en plus ont été bannis là, il n'y a pas longtemps, carrément de l'Inde. Enfin bref, une catastrophe, hein, une catastrophe. Donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà sur le Bitcoin? Eh bien, on a la fin du dump de Deezer qui relance les soupçons autour de Jane Street. Donc, il y a plusieurs choses autour d'une même affaire. C'est-à-dire que là, sur TradingView, vous voyez l'article, mais bon, il y a plusieurs articles, hein. Vous avez Bloomberg, vous avez même les Échos, hein. Vous avez même en France, on parle de ça là déjà. Tellement c'est énorme, parce que Jane Street, je rappelle quand même, c'est un énorme gestionnaire d'actifs, et ils utilisent, tenez-vous bien, donc l'ETF de BlackRock à disposition pour justement, en fait, faire du trading de marché. Bon, et donc, chaque matin, vous voyez, si je lis l'article de TradingView, chaque matin, c'était la même rengaine. À 10 heures tapantes, heure de New York, le Bitcoin prenait l'eau. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, vous analysez les chiffres depuis 6 mois, les courbes simplement du Bitcoin, à 10 heures, le Bitcoin se prenait une sauce, une fessée monumentale. Et donc, comme si un robinet géant s'ouvrait au-dessus du marché. Donc, les petits traders voyaient leur position liquidée pendant que certains gros bonnets se régalaient. Là encore, une fois, toujours la même rengaine. Les baleines se gavent, les petits se font défoncer. Bon, c'est classique. Et donc, une autoroute pour initier soigneusement asphaltée, comme il dit, ça a duré des mois jusqu'à ce que brutalement tout s'arrête et là le marché crypto a exulté comme un prisonnier gracié. Et ça s'est arrêté le 23 février, tenez-vous bien, date à laquelle vous avez en fait le liquidateur de Terraform Labs, donc c'est même pas Do Kwon, c'est-à-dire le fondateur de Terraform Labs qui a porté plainte en gros, qui attaquait en justice l'entreprise de Jane Street. Non, c'est le liquidateur, c'est-à-dire c'est l'autorité gouvernementale en fait quelque part. C'est comme nous en France, quand il y a une entreprise qui coule, qui a mal été gérée ou X raison, vous avez un liquidateur dépêché par en gros l'État, si vous voulez, si je caricature les choses, et qui étudie un peu les choses, paye les derniers les salaires, tout ça, et administre l'entreprise en gros. Bah là, c'est le liquidateur hein, de Terraform Labs qui a dit, ouais, il y a un délit d'initié là de Jane Street, donc ça veut dire qu'ils ont fait leurs enquêtes, et qu'ils sont en train d'attaquer Jane Street, donc c'est quand même, c'est plus que des soupçons, quoi. C'est un énorme truc, mais là, c'était par rapport à l'affaire de Terraform Lab, parce que Jane Street a donc manipulé les cours et a fait couler, clairement, en tout cas a participé à faire couler carrément Terraform Lab, et a provoqué un massacre à la tronçonneuse qu'on connaît tous, hein, suite à l'affaire de l'effondrement du Terra Luna, au final. On y a tous passé un mauvais moment, hein. Clairement. Et tenez-vous bien, c'est pas fini. C'est là où c'est un truc de fou, l'affaire. C'est que, après, c'est en train de. Là, je vous dis le conditionnel, parce que c'est en train de remonter. Alors, ce que je vous ai dit par rapport au liquidateur sur l'affaire Terraform Lab, c'est sûr. C'est-à-dire, là, vous cherchez sur Internet, vous allez voir, c'est avéré. Ils ont porté plainte, l'affaire est en cours de. Voilà. Là où il y a les soupçons, c'est sur l'aspect du dump de Deezer, là-dessus, ce que je vous montre, sur le Bitcoin. Mais c'est assez fort quand même. Parce que pour revenir à Terraform Lab, c'est pas fini l'histoire, c'est un truc de fou, c'est que ça a eu des impacts également sur FTX. C'est-à-dire, je rappelle qu'on a eu l'affaire Terra Luna qui a coulé, voilà, et puis après, derrière, peu de temps après, on a eu FTX. Et bien en fait, il faut savoir que Alameda Research, la filiale de FTX, avait misé sur le Terra Luna. Donc en fait, ça a été une conséquence de ce que certains disent en tout cas, les experts, ils disent que ça a été une conséquence de la chute de FTX, ça a été une conséquence de la chute de Terra Luna. Donc en gros, Jane Street ont fait couler le premier domino, c'est-à-dire Terra Luna, ça fait couler Alameda Research, la filiale principale de FTX. Alors qu'il y avait, bon bien sûr c'est la faute de FTX, on est d'accord, hein, c'est pas la faute uniquement de Jane Street. Mais il faut dire les répercussions quand même. Ça fait couler FTX, et derrière, on se rend compte, en fait, que maintenant, il y a des soupçons carrément de fraude massive, de délit d'initié massif sur le Bitcoin à travers les ETF Bitcoin. Voilà. Donc, truc de fou, quoi. Et entre-temps, parce que c'est pas fini, hein, entre-temps, voilà, donc comme je vous disais, le Jane Street s'est fait carrément sortir, dégager, bannir de l'Inde.
parce qu'ils ont justement exactement ce qui est décrit ici. Donc en fait, ils ont fait du pump and dump à des périodes précises entre le matin et l'après-midi sur le marché immobilier indien. Donc les autorités indiennes s'en sont rendues compte. Ils ont du coup ont tapé du poing sur la table. Ils ont pris une amende record, je crois, à Jane Street. Ils ont dégagé Jane Street, banni à vie du secteur indien, quoi. Voilà, exactement la même chose qu'ils sont soupçonnés de faire sur le Bitcoin à 10 heures. Voilà, donc il n'y a pas encore de preuves entre guillemets, mais il y a des soupçons quand même avérés parce que depuis que Terraform Labs, en gros le liquidateur de Terraform, a porté plainte, en gros, a attaqué Jane Street en justice pour l'affaire Terraform, rien à voir avec le truc de Deezer, hein, et ben le dump de Deezer s'est arrêté. Donc en gros, Jane Street a arrêté, en gros, hein. Donc soit c'est une coïncidence de malade mental, parce que bon, ça fait quand même des mois que ça dure, soit il se passe quelque chose. Et là, ça soulève aussi tout simplement ben, l'arrivée des ETF Bitcoin. Parce que c'est vrai que, enfin moi je vous le dis, le cycle bull run qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas un bull run. Enfin, tous ceux, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est tous ceux qui ont vécu le cycle bull run haussier baissier, donc que ce soit le côté bull run et bear market, de 2020-2022, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on là-dessus on est tous d'accord. Ou alors, enfin, ce qu'on a vécu là, 2024-2025, 2026, c'est pas un bull run, c'est un cycle de merde, il faut le dire, s'il est terminé. Voilà. Parce que depuis l'arrivée, comme par hasard, des ETF Bitcoin en 2024, il n'y a rien qui est pareil au final. Le Bitcoin ne s'est pas comporté de la même façon exactement. Et les altcoins, ça n'en parle même pas. Voilà. Donc, il se passe des choses. Et c'est vrai que là, depuis 6 mois, le Bitcoin ne fait que chuter. Il n'y a pas eu vraiment qu'on appelle de bull trap. Donc, c'est-à-dire, normalement, le Bitcoin doit repartir à la hausse quand même de façon assez prononcée, au point qu'on pourrait se dire un grand nombre de personnes pourraient presque tomber dans le panneau, c'est pour ça qu'on appelle bull trap, et dire, bah, ça y est, le marché repart à la hausse. Là, on n'a pas vraiment eu ça, là aussi. On a eu une baisse prolongée, très forte de moins 52%, de façon très continuelle. Ça, c'est pas habituel également pour le Bitcoin. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui sont sur le tapis. Il y a beaucoup d'éléments qui coïncident autour de Jane Street, qui en plus sont avérés à des fraudeurs parce ils sont défoncés de partout, hein, ils sont attaqués de partout. Et comme par hasard, en plus sur le truc de BlackRock. Alors, vraiment, putain, quand on voit vraiment les chiens font pas des chats, quoi. Toujours pareil. Donc, vous voyez, et là, bah, tant mieux que l'affaire sorte, parce que on va voir que donnent les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'en plus, comme par hasard, on a des flux entrants maintenant cette semaine positifs, et ça n'était pas arrivé depuis un petit moment quand même, sur les ETF Bitcoin. Faut le faire quand même, hein. Le coïncidence quand même, vous voyez, ça fait beaucoup, je trouve. Bref, donc, on va voir. Moi, je vous dis, c'est peut-être même sur le court terme positif, justement à partir de là, mais ça serait marrant qu'on retrouve une relancée de bull run à partir de là. Pourquoi pas? Après, comme je vous dis, je ne sais pas ce qui va se passer exactement, parce que c'est quand même très flou ce qui se passe. Puis bon, peut-être que aussi BlackRock, Jane Street, vont couvrir les choses. Bon, on ne sait pas comment ça va finir. Mais voilà, pour vous dire, l'actualité de la semaine, c'est vraiment un truc de fou. Et vraiment, on vit dans un monde parallèle, hein. Je sais pas, on vit dans une époque de tarés. Mais bon, c'est intéressant, hein, on va dire au minimum, c'est clair. Voilà. Donc sur ce, pour conclure sur le Bitcoin, eh bien vraiment positif. Moi, encore une fois, j'y crois sur le long terme, il n'y a pas de souci parce que les fondamentaux sont vraiment au rendez-vous et l'intérêt institutionnel, bien sûr, est extrêmement au rendez-vous. Parce que pour qu'une entreprise comme Jane Street choisisse son cheval de bataille pour frauder, entre guillemets, alors géoconditionnel, hein, si c'est le cas, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas choisi n'importe quel marché. Voilà. En Inde, ils ont choisi le marché immobilier. Aux États-Unis, ils ont choisi le Bitcoin. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a du bifton à se faire en fait dessus. Eh, voilà. Donc c'est tout simplement, si c'est avéré, bah, au final, ils ont choisi les particuliers comme les dindons de la farce. Au final, c'est-à-dire que le particulier, vous, moi, nous sommes la sortie de liquidité pour ces gens-là, en fait. Donc la preuve, c'est que les institutionnels, en fait, nous achètent les bitcoins que nous on vend à cause de l'émotion. Voilà. Et c'est
Si c'est avéré, c'est prouvé ça, et ben ce sera un cas d'école en fait, de justement du cas de l'émotion sur les investisseurs particuliers par les institutionnels. Bon voilà, c'est le truc positif que tu peux en ressortir, c'est qu'au moins on aura quelque chose de prouvé. Allez, je continue, cette fois je passe à Vetchen, hein, vous savez les amis, donc Vetchen, très intéressant, ils ont fait un petit résumé, si je puis dire, de l'article qu'ils avaient fait, vous savez, la semaine dernière, vous avez présenté au niveau du DPP, c'est-à-dire les passeports digitaux sur les produits avec les nouvelles normes européennes. Encore une fois, alors, une norme européenne, maintenant, ça me donne des boutons quand j'entends ce terme. Mais bon, VeChain, vraiment, elle apporte quelque chose de très intéressant au niveau de la technologie là-dessus. Donc bon, ils ont récapitulé tout ça, donc je vous le passe, hein, parce que c'est vraiment, ça permet par image d'avoir un résumé succinct et très précis. Donc, ça y est, ils ouvrent on a l'arrivée du passeport, comme je vous dis, voilà, sur les produits, hein. Alors, heureusement que c'est pas les, moi au début je croyais que c'était les passeports, nos passeports à nous. Alors là, ils me disent, ah, c'est mort, faut fuir l'Europe. Mais pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, ça reste les passeports de produits. Donc ça va, c'est-à-dire les articles, les meubles, enfin, ce genre de choses. Voilà. Bon, en tout cas, l'Union européenne là-dessus, effectivement, c'est les champions du monde, ils ont rien, ils produisent rien, mais par contre, les normes, ça, ils sont forts. Donc, du coup, Vetchen vont être les leaders des catégories, justement, pour produire tout simplement à l'échelle de l'Union européenne dans l'ensemble ces passeports de produits digitaux. Donc on parle quand même d'un démarrage en février 2027, vous voyez, donc c'est l'année prochaine au final, hein, un an jour pour jour quasiment, avec tout ce qui est dans un système de vérification des données du data. Donc on parle de 450 millions de clients et surtout que si au final il n'y a pas de conformité de mise en place de ce DPP, donc ce Digital Product Passport, mais il n'y a carrément pas d'accès au marché. Alors c'est bien, on va dire, pour l'information, pour la transparence, tout ça. Enfin, après, ça reste à voir comment ils vont empiler, parce que si on peut mettre n'importe quoi dans la transparence, moi je vous mets Made in China ou je sais pas quoi, et puis en fait, c'est pas du tout Made in China, bah, qu'est-ce que comme ça sur la blockchain, ça. Bref, vous avez compris le délire. Et puis surtout, le no market access, bon, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les marchés étrangers, hein, qui n'auront pas vraiment envie ou qui n'auront pas la possibilité de se conformer, ne pourront pas vendre dans l'Union européenne, quoi. Mm. Là aussi, je trouve qu'au niveau industriel, c'est pas le top, hein. On va dire qu'on n'est pas très bien. Quand on voit Stellantis qui est en train de couler, ça faut le faire quand même pour faire couler le groupe Stellantis. On y est arrivé, vraiment champion du monde, bravo, on peut applaudir. Mais là en plus, on se met des contraintes dans tous les sens en fait. Voilà, je veux dire, on est sur une béquille et puis on est en train de se scier la béquille. Vraiment, on est champion du monde, hein, clairement. Bref. Donc, voilà. Au moins, VeChain, là, ce qu'ils apportent, c'est très intéressant. C'est là où on voit vraiment la force de VeChain, c'est l'outil. Après, ben, ce qu'on en fait, forcément, pas forcément l'idéal. Là, ça reste quand même dans un impact, un objectif d'amélioration de la data. Donc ça, c'est bien, parce que effectivement, ben, ce qui sera vérifiable sur la blockchain via donc VeChain, sur tous les produits, je rappelle, c'est tous les produits dans l'Union européenne, là. Là, c'est un truc de fou, hein. On s'en rend pas compte, mais c'est un truc de malade mental, là. C'est-à-dire que VeChain, en un coup, hop, en une annonce, ils ont conquéri le marché total de l'Union européenne, parce que là, c'est toutes les entreprises qui vont devoir s'y conformer à ça. Obligation truc de fou. Et donc là, bah, il y aura l'origine, la composition des matières premières, hein, clairement. Il y aura l'impact environnemental. Alors ça, vraiment, c'est le truc bidon, je suis désolé. Mais voilà, donc ça m'étonne pas de l'Union européenne. On ne les changera pas. Et les datas de réparabilité, là, qu'on voit déjà d'ailleurs à droite à gauche, vous savez, un indice de réparabilité sur les ordinateurs et tout, bah, il y aura ça. Alors j'imagine que ce sera pas pour tous les équipements, parce que je vois mal un meuble avoir une donnée de réparabilité. Ça me paraît assez étonnant. Et il y aura également, ça j'imagine, pour tout ce qui est les aliments, hein, tout ce qui est la date de péremption, la date de fin de vie, au final, du produit. Voilà, donc tout ça sera mis sur la blockchain et surtout bah, motorisé, entre guillemets, par VeChain. Truc de fou quand même. Bon. Et donc là, on parle d'une opportunité de marché effectivement d'ici 2030, donc qui est actuellement estimée à 186 millions de dollars, qui sera estimé à 1,78 milliard de dollars.
Donc avec en fait un pourcentage d'augmentation par an de 45,7%. Voilà. Et donc le potentiel de tokenisation est carrément estimé à 10 trillions de dollars. Voilà, donc là, VeChain, ils sont tout simplement sur un marché niche, encore une fois lié à la supply chain, où ils sont tout simplement les seuls. Je veux dire, c'est même pas étonnant que VeChain au final soit utilisé, parce que les seuls qui sont capables à une échelle scalable, massive d'entreprises de fournir ce genre de service. Donc au final, l'Union européenne n'a pas vraiment le choix que d'utiliser VeChain, quoi. Voilà. Donc là, je rappelle hein, effectivement que la solution, eh ben, c'est ce partenariat justement à ces obligations de normes européennes. C'est ce partenariat en trois voies, trois positions, c'est-à-dire il y a Record, VeChain et l'AMRC. Donc l'AMRC, c'est justement l'autorité de régulation de marché, je crois, au niveau du commerce, un truc comme ça, bref. En tout cas, encore européen, quoi. Et également l'université de Sheffield. Voilà. Donc, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a déjà, c'est déjà rentré en vigueur, hein, cet aspect-là, puisque vous avez 100 000 DPP, donc Digital Product Passport, qui ont déjà été créés. Vous avez 128 millions de transactions par jour. Donc, vous imaginez qu'avec 100 000 DPP produits, vous avez 128 millions de transactions par jour. Déjà. Je sais pas si, quand on sera à plusieurs centaines de millions, parce que là, bah, c'est plusieurs centaines de millions, même des milliards, je pense, de DPP qui seront produits. Vous imaginez les transactions, ça va représenter le volume de malade mental. Donc forcément, si ça arrive, après je ne sais pas, hein, d'ici 2027, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Après, ça va être bien parti, donc faut rester prudent quand même sur la chose. Mais bon, c'est quand même bien parti, quoi. Et VeChain, ils ont annoncé leur partenariat, donc ça a l'air d'être mis en route, en place. Mais après, je pense plutôt à la géopolitique également de l'Union européenne. Bon, est-ce que l'Union européenne existera encore en 2027? Je suis désolé de vous le dire ça comme ça, mais je suis pas vraiment sûr. Voilà. Franchement, à l'état où ça va, je suis pas sûr qu'on ait vraiment encore de l'euro. Peut-être que je suis très pessimiste, je suis désolé, mais enfin bon, on est vraiment, c'est une catastrophe, hein. Bref, voilà. Donc, quand même rester prudent là-dessus, mais en tout cas, ils sont très très bien partis Vétienne, et surtout, vous voyez, ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup, moi, en tout cas, ce qui m'attire avec ce projet, c'est ça, c'est l'aspect industriel. Je l'ai déjà dit, moi, je suis un industriel quand même de base. Donc, tout ce qui est l'aspect de scalabilité en production industrielle, c'est un truc de fou parce que là, vous avez vraiment le couplage entre la technologie blockchain et en fait l'entreprise. Et quand je dis entreprise, c'est une vraie entreprise qui produit des objets avec donc une industrie, quoi, une industrie manufacturière, une industrie lourde. Bref, là, on assiste à une révolution de la logistique, du stock, de la supply chain à un niveau industriel. Et ça, c'est du jamais vu depuis la révolution industrielle des années 1900, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec VeChain. Et ça, bien sûr, ça passe sous les radars complètement, hein, parce que bah, tout le monde s'en fout au final, parce que les regards sont pas là-dessus, alors que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est même décevant que VeChain soit utilisé à titre en fait de norme européenne, quoi. Voilà. Moi je trouve que c'est même sous-coté encore par rapport au potentiel de VeChain là-dessus. Bon, voilà, après chacun son avis, hein, bien évidemment, hein, je respecte tout à fait, chacun son avis. Donc, ce qui est bien, voilà, la tech qui est désormais possible, rendue possible par VeChain, donc c'est construit pour les entreprises, vous avez compris, donc l'industrie, intégration API, donc c'est-à-dire au niveau des logiciels des ERP, parce que là on parle vraiment des ERP qui sont déjà existants dans les entreprises, notamment Thales, les grosses industries, Iveco, machin, tout ça, eh ben, ils ont déjà intégré des ERP pour gérer la logistique. Alors c'est un micmac, je vous dis pas le truc, mais voilà, avec VeChain, vous aurez la possibilité juste d'intégrer les API et hop, sera mis sur la blockchain au final. Vous avez tout ce qui est aspect de privé sera préservé. Vous aurez donc une totale, bah, forcément, conformité par rapport aux normes européennes, encore une fois. Vous n'aurez pas de friction de tokens. Et enfin, les coûts liés aux transactions, et là c'est le plus important, seront prévisibles et donc stables au final. Quoi qu'il arrive, quel que soit au final le nombre de transactions,
échangés dans l'entreprise. Et ça, c'est le plus important pour l'entreprise, c'est d'avoir de la visibilité sur les coûts. Voilà, donc voilà aussi pourquoi VTN se démarque sur ce point-là par rapport à ses concurrents, s'ils en ont, hein. Je suis même pas sûr qu'ils aient vraiment des concurrents VTN solides là-dessus. Voilà. Donc, chaque produit doit avoir un passeport digital et chaque passeport doit avoir une infrastructure de blockchain. Voilà. Donc, VeChain, en fait, a tout ce qu'il faut pour construire cette infrastructure entre guillemets, en résumé. Bah, ils ont mis un peu le potentiel de VeChain et c'est là aussi, et aussi étonnant, c'est de voir justement ce décalage entre là aussi fondamental incroyable et puis le reste, c'est-à-dire les statistiques mathématiques hein, qui ne s'y trompent pas. Alors là, c'est positif parce qu'on a un tweet de Sentiment qui fait tout simplement le top 10 des meilleurs projets en termes de développement et d'activité de développement sur le RWA. Et donc, bah, dessus, vous avez en premier lieu Hedera HBAR, quand même, qui est en train de pulvériser les records. Donc, Hedera HBAR, très beau projet. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai pas le temps de tout faire, hein, sinon ça me prendrait 3 heures de vidéo. Mais surtout, en deuxième position, vous avez Chainlink. Pour moi, Chainlink, c'est vraiment le cheval de bataille du RWA. Vous voyez, même devant Hedera HBAR, parce que Hedera HBAR reste une blockchain quand même de transactions RWA, alors que Chainlink, c'est vraiment tout ce qui est données numériques et le nerf de la guerre aujourd'hui au niveau mondial, c'est les données, c'est les informations, c'est la data. Donc Chainlink, vraiment, nerf de la guerre pour moi. Avalanche, Stellar, Utah, vous avez Chia Network, et puis vous avez Injective, Dusk et VeChain. Alors VeChain, vous voyez, là, ils perdent du galon quand même, hein. Donc là, VeChain ont perdu une place, d'ailleurs ils sont en rouge là, parce qu'ils ont perdu une place, je pense, par rapport à avant. Mais ils restent malgré tout dans le top 10. Donc on va voir ce que ça donne à l'avenir. Mais en fait, ouais, ça, ils sont fait dépasser par Dusk, qui est à 17,33, et vous voyez, VeChain à 17,07. Voilà, donc on verra si dans quelques temps, je remettrai à jour, on verra s'ils sont repassés devant ou s'ils continuent de baisser en gamme. Voilà. Allez, je continue. Cette fois, je passe aux VChain statistiques, avec notamment, vous savez, le nombre de nouvelles adresses, de nouveaux portefeuilles. Et là, vous voyez, on a 3166 nouvelles adresses aujourd'hui. On a un total de 14 702 000 nouvelles adresses. Donc, ça continue de monter, mais on voit, vous voyez, que par rapport à l'explosion nucléaire qu'on a eue depuis, au final, 2025, janvier 2025, eh bien, les choses ont tendance maintenant à se calmer, hein, parce qu'on est en fait à 27 000 nouvelles adresses par semaine, contre 200-300 000 nouvelles adresses il y a plusieurs mois. Donc il y a une perte de momentum toujours évidente sur VeChain, et ça c'est aussi révélé par la TVL, parce qu'effectivement la TVL de VeChain, regardez en dollars, elle est en train de se faire massacrer au sol. Donc là ça va aussi en deux pair avec les prix du token VeChain, donc c'est un peu normal quand on voit la baisse qu'il y a eu sur les prix. Mais par contre, là où il faut s'inquiéter également, c'est que même en nombre de VeChain, eh bien, la TVL a tendance à repartir quand même globalement vers le bas. Donc c'est pas bon signe du tout quand même pour le projet. Voilà. Donc on a, j'ai l'impression vraiment un désintérêt massif, en tout cas pour le moment, de VeChain. Donc les investisseurs vendent, déjà le token, c'est ce qui le fait baisser. Les investisseurs se délaisse du VeChain, ce qui fait baisser la TVL, que ce soit en dollars ou en nombre de VeChain, comme vous pouvez le voir ici. Donc la plateforme VBetterDAO, au final, on voit que c'est plutôt une opération court terme. Quand on voit parce que là, on aurait dû avoir, si la plateforme VBetterDAO était aussi puissante, devrait continuer à avoir de nombreux nouveaux portefeuilles, comme avant, hein, comme il y a quelques mois. Donc on voit que la hype VBetterDAO est passée au final. Vous voyez? Et qu'aujourd'hui, l'objectif de VeChain sur l'aspect de tokenisation des actions, ça marche pas. Ça marche pas parce que tous les indicateurs sont dans le rouge par rapport à ça. Vous voyez? Donc c'est pour ça que, personnellement, je suis content qu'il retourne quand même vers l'aspect industriel, et ce qui m'avait attiré d'ailleurs dès le départ, hein. Initialement, c'était ça qui m'avait attiré chez VeChain en 2020, eh bien c'était l'aspect justement industriel, avec des solutions d'entreprise. Voilà. Et donc là, on va voir si le virage qu'ils ont fait de retour vers les industries, et notamment le DPP, là, qu'ils ont en partenariat avec Record et la MRC, eh bien, on va voir, ça va redynamiser cet aspect-là avec des transactions qui vont exploser parce que là, si ça va jusqu'au bout, ce projet de mise en place du DPP à l'échelle de l'Union européenne, eh bien, on va avoir tout simplement des nombres de transactions qui vont exploser. Donc, forcément, la TVL va exploser,
tout va exploser, les prix vont exploser parce que bah, l'écosystème va fumer. Ce sera là, c'est clairement ça va venir rouge vif, cramoisi quoi. Parce que le système va s'emballer. Voilà. Parce que je rappelle, hein, le principe d'une blockchain, c'est d'un token, c'est plus vous avez d'utilisateurs, plus vous avez d'acheteurs, d'investisseurs, et donc plus vous faites augmenter les prix du token, et plus vous avez après d'aspect de hype sociable. C'est ce qui s'est passé en 2020-2021. Souvenez-vous, pour ceux qui ont vécu le bull run de 2020-2021, c'était ça. Donc VeChain a pété les compteurs parce qu'ils annonçaient des partenariats de fou toutes les semaines avec Salesforce à l'époque, enfin BMW, bref, voilà. Et donc, bah, dès qu'ils ont arrêté, forcément, on a basculé dans le dark. Voilà. Donc, personnellement, je reste très positif sur VeChain parce que vraiment, ils ont compris, je pense, ils sont en train de retourner à leur essence première. Et ça, c'est très positif. Quand même, malgré ce qui se passe au niveau des statistiques actuelles, court-termistes, dégueulasses, hein, je vais le dire dégueulasse. Voilà. Allez, je continue, cette fois je passe au RWA, vous savez, finance, et donc là avec Ondo notamment. Et donc Ondo, bah, ils ont fait un petit récapitulatif justement d'intervention, vous savez, lors du Ondo Global Summit, des plus gros pontes de la finance traditionnelle. Donc vous retrouvez dans tout ça S&P Global, Fidelity, Franklin Templeton, WisdomTree, DTCC, Alpaca, la Fondation Solana, et donc tous ces acteurs-là eh bien, quand on leur posait la question, leur donnait leur avis sur la tokenisation et l'opportunité que représente la tokenisation des actifs, ils nous répondaient quasiment tous la même chose, c'est qu'en fait, on parle d'un potentiel de plusieurs quadrillions de dollars. Donc déjà, trillions de dollars, c'est compliqué à imaginer, mais là, on parle de quadrillions de dollars. Donc, j'ai utilisé le nombre 1,5 quadrillion de dollars. Donc ça, c'était, je crois, la chef de S&P Global. Si je dis pas de bêtises, après, vous avez l'opportunité et dans les trillions. Ça, il me semble, c'était Franklin Templeton ou WisdomTree qui disait ça. Hundreds of trillions et le ciel est la limite, carrément. Voilà, et ça, c'était, je crois, DTCC ou je sais plus qui. Bref, en tout cas, vous avez la vidéo où ils disent vraiment leurs avis justement sur l'opportunité que représente la tokenisation des actifs. Donc quand vous avez notamment quelques personnes qui parlent d'un sujet, c'est plutôt une mode. Mais quand vous avez les plus gros leaders mondiaux de la finance traditionnelle qui parlent en convergence en fait de l'opportunité que représente la tokenisation avec autant d'engouement, c'est plus une mode, c'est une révolution. Vous voyez? Donc, on est en train d'assister en temps réel, voilà, à la révolution de l'économie mondiale grâce à la tokenisation d'actifs. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les leaders des plus grosses enfin, entreprises financières mondiales. Voilà. Donc, je continue toujours avec Ondo Finance. Donc là, voilà, Ondo Global Market est maintenant disponible sur Binance en mode alpha. Que je rappelle que Binance a un mode alpha où vous pouvez accéder en fait en, ouais, voilà, en alpha, hein, c'est bien dit, justement à plusieurs crypto-monnaies, à des fonds, etc. Et donc là, ça y est, on a le Ondo Global Market qui est disponible sur Binance Alpha pour tout ce qui est la tokenisation des actions boursières. Donc vous avez en fait une dizaine d'actifs qui ont été lancés, notamment vous trouvez Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Google et quelques autres également. Donc ça y est, on y est. C'est-à-dire que vous avez la possibilité même sur Binance d'acheter désormais des actions tokenisées en fait. Donc on est en train d'assister, vous voyez, à une expansion massive de l'accès par les utilisateurs au niveau mondial des actions tokenisées. Voilà. Avec en figure de proue Ondo Global Market et donc Ondo Finance. Voilà. Donc, tout est en train d'exploser. Sinon, avec la tokenisation d'actifs, tout est en train d'exploser. Et donc, effectivement, on va toujours Ondo Finance avec leur tweet. Donc, les actifs, les actions tokenisées sont en train de marquer l'histoire, puisque vous avez le Ondo Global Market qui a surpassé les 600 millions de dollars de TVL, désormais avec plusieurs dizaines de milliers de holders et des millions en fait, de trades qui ont été exécutés sur la blockchain. Voilà, donc encore un nouveau record battu par le Ondo Global Market. Donc tous les jours, on bat des records sur cette plateforme. Donc vous avez la TVL de Ondo Finance, regardez, et ben elle a encore, on est en train de repartir à la hausse là.
voyez? Nous étions sur un record, je crois que c'était le 30 janvier de 2,5 milliards, un 2,7 milliards, pardon. Et là, on a rebattu le précédent record puisqu'on est passé à 2,71 19, enfin 2,719 milliards de dollars de TVL. Donc la TVL de Hondo continue de battre de nouveaux records. Donc ça, c'est en nombre de dollars. Et en nombre d'Ethereum, c'est pareil. On repasse dans des records absolus là. Vraiment, c'est une TVL de dingue, hein. Donc là, c'est aussi étonnant. C'est-à-dire que il y a une totale décalage en fait entre le prix du token Hondo et la TVL. Vraiment, que ce soit en nombre d'Ethereum, en nombre de dollars, c'est vraiment n'importe quoi qui se passe. Donc, il y a un moment où il y aura un rattrapage. Je pense que Hondo vraiment va faire très mal. euh, et fera beaucoup parler de lui, je pense, parce que beaucoup trop utile. Et en plus, tous les indicateurs, pour le coup, sont dans le vert, même au niveau technique, dans le sens injection de liquidité. Je veux dire quand je dis technique. Allez, je continue. Cette fois, je passe à Chainlink. Et donc là, Chainlink, donc le cheval de bataille de la data au niveau de la tokenisation des actifs, eh bien, ça y est, a annoncé un partenariat désormais avec la blockchain Canton Network que vous pouvez voir ici, qui également se spécialise dans l'infrastructure au final de la tokenisation d'actifs. Et donc, eh ben, ça y est, Chainlink, voilà, assure tout simplement les données de façon blockchain, hein, et l'interopérabilité des standards pour débloquer donc la tokenisation à un niveau institutionnel. Donc là, on parle de data stream, smart data, la preuve de réserve et le CCIP, donc qui ont été adoptés par Canton sur la technologie de Chainlink. Voilà, donc on a vraiment le lien entre Canton désormais et effectivement l'opportunité de 80 trillions de dollars sur le marché américain. Voilà, donc encore une fois, nouveau partenariat de fou entre Chainlink et un acteur de la crypto. Ensuite, Taylor Lindemann a été officiellement nommé donc Chief Counsel de la SEC, donc le gendarme boursier américain, je le rappelle, hein, au niveau de la Task Force crypto. Voilà. Donc ça c'est incroyable. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Taylor Lindemann est un ancien de Chainlink. Enfin, voilà. Et qu'il a bossé pendant 5 ans à Chainlink Labs en tant que Deputy General Counsel. Voilà. Je sais pas exactement ce que ça veut dire en français, mais vous avez compris. En gros, c'est un poste assez intéressant. Bon, voilà. Et donc maintenant, bah, vous avez un ancien. On sait comment ça fonctionne, hein. Voilà. Vous avez un ancien de Chainlink qui est désormais à la SEC. Bon, bah, pas besoin d'être sorcier pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Et que Chainlink est en train de devenir la référence, vraiment même à un niveau de réglementation pour les autorités gouvernementales américaines. Et ça fait suite, bien évidemment, à la semaine dernière où je vous ai montré le cofondateur de Chainlink qui a été lui aussi nommé en fait advisor, je crois, au conseiller à la SEC. Ça fait deux de Chainlink, un ancien et un qui est à cheval en fait entre la SEC et Chainlink et qui est en plus le cofondateur de Chainlink. Bon, donc, vous voyez, les choses quand même s'emboîtent à un niveau puzzle. Là, c'est du puzzle, hein. On met les morceaux au fur et à mesure, ça s'emboîte parfaitement. On sait ce que ça va finir. Quand le puzzle sera terminé, bon, eh ben, on sera tous éblouis au final. Vous savez, la satisfaction d'avoir fini le puzzle, ben là, on aura la même chose. Vous voyez, incroyable. Ah. Bon, donc je continue. Cette fois, je passe à Plume. Alors, Plume, j'ai pas vraiment d'informations à vous passer, de transmettre intéressantes, soit bonnes ou mauvaises, sur les nouvelles. Donc, je passe directement aux chiffres. Regardez, notamment sur rwa.xyz. Bon, c'est pas fameux, hein, c'est pas fameux Plume. Malheureusement, bon, en termes de distributed asset value, on va dire que c'est positif avec plus 2,58% de performance. Par contre, sur le nombre de holders, on voit que bon, il y a une perte quand même de vitesse, il y a une perte d'intérêt sur le projet. Voilà, donc il faut faire attention quand même, hein, les amis, sur ce projet, même si c'est une infrastructure, c'est un projet très jeune, il a d'énormes fondamentaux dans le sens où j'avais déjà dit sur leur aspect ils sont agents, vous savez, de liaison vis-à-vis de la SEC, au niveau de vraiment de la réglementation. Ils ont une infrastructure vraiment tournée réglementation au niveau de la tokenisation d'actifs, mais ils n'attirent plus comme avant les holders de RWA. Donc on voit que les holders de RWA se dirigent désormais vers Ethereum, vers les grosses blockchains qui se spécialisent désormais en RWA.
Donc attention là-dessus, voilà pour Plume, mais je pense que Plume va quand même tirer son épingle du jeu et notamment en termes de performance, en termes d'infrastructure, d'apport, d'ajout positif, on va dire, au narratif RWA. Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir des surprises quand même positives sur ce projet. Mais à prendre avec prudence, encore une fois, n'y allez pas comme ça. On va dire la braguette ouverte, bon, hein, voilà, on s'est compris. Donc, je continue maintenant. RW après ICL, maintenant je vais passer, voilà, on voit la dissonance que ça fait entre vous avez Plume et les chiffres du RWA du marché global qui eux sont tous dans le vert. Vous avez vu un truc de fou, le Global Market Overview sur la tokenisation des actifs, là on parle de 25,37 milliards de dollars sur les distributed asset value. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est une constante augmentation. Et donc, c'est effectivement pas très impressionnant au fur et à mesure du temps, hein, parce que toutes les semaines, moi, je vous mets les chiffres à jour. Et c'est vrai que là, en 2 mois, bah, on est passé de 20 milliards, même 19 milliards, à 25 milliards déjà. Donc ça monte, vous voyez, alors que nous sommes censés être en bear market, hein, si on écoute les réseaux sociaux, quand on voit également les prix du Bitcoin qui ont chuté de 50%, bon, eh ben, on se dit, mais c'est quoi ce narratif ovni là? Quand on voit tout ça, tout est dans le vert, tout est dans le vert. Voilà. Et ce qui est très intéressant et très impressionnant, c'est également ça, c'est le nombre de holders qui continue de grimper, en fait, tous les mois. Donc là, on a 652 330 holders au total de RWA, toutes blockchains confondues. Voilà. Et on a quand même 25%, hein, je dirais, et un peu plus, 40% dans les mains du réseau Plume toujours. Même si on voit que, vous voyez, ça n'attire plus vraiment de holders, on a toujours une grosse partie du marché de holders RWA qui est toujours dans les mains du réseau de l'infrastructure Plume. Bon, voilà le lien aussi entre Plume et cet aspect de régulation. Mais on voit que le terrain, voilà, se creuse, mais pas à l'avantage de Plume. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, donc écoutez, ce sera tout pour le RWA Finance aujourd'hui. Donc, ben, vous avez compris que ultra bullish. Il n'y a rien à dire, c'est tout dans le vert au niveau du marché RWA en général. Undo Finance, Chainlink, vraiment des nouvelles de fou. Toutes les semaines, c'est que des nouvelles comme ça. Donc, tôt ou tard, je vous dis tôt ou tard, on aura un rattrapage des prix par rapport aux fondamentaux qui sont vraiment exceptionnels et dont les institutionnels ne s'y sont pas trompés, hein. Pourquoi ils se réfugient autant dans ce genre de projet avec des partenariats qu'ils annoncent de partout avec ces projets? C'est parce que c'est l'avenir. Ils l'ont compris au final. Bon, donc je continue. Maintenant, je passe aux articles crypto, notamment, alors toujours en lien avec le RWA, vous savez. Là, j'ai un article de cointribune.com. Crypto Circle surprend Wall Street avec un bénéfice bien supérieur aux attentes. Voilà, donc les projecteurs sont braqués sur la crypto en ce moment, et franchement, ça sent le roussi. Coinbase dans le rouge, Binance qui demande des fuites, le Bitcoin qui dévisse, les mauvaises nouvelles s'enchaînent comme des dominos, avec en plus Jane Street, on aurait pu annoncer Jane Street au milieu quand même, mais bon, voilà. Pourtant, au milieu de ce marasme ambiant, une entreprise tire son épingle du jeu. Circle, l'émetteur de l'USDC, vient de publier ses résultats. Et la surprise de Wall Street en est restée baba. Bénéfice colossal, circulation qui explose, volume record, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a tout le marché du stablecoin en fait indexé avec le RWA, parce qu'en fait, ça va de pair. Vous avez compris que quand je vous ai montré le Global Market Overview, vous avez également les chiffres du volume de stablecoin qui sont en fait intégrés dans le narratif du RWA. Et oui, parce que la tokenisation des actifs, ça passe aussi par, quelque part, indirectement, l'évolution des stablecoins en termes de masse monétaire, tout ça. Donc, on est vraiment, je dirais, vraiment, on voit que les stablecoins, donc USDC, mais on parle de Tether, hein, il y a Tether dans le même cas, hein, quasiment, le Circle, eh bien, c'est un enjeu vraiment de plus en plus économique, monétaire, et donc technologique derrière. Voilà. Alors après, là, c'est vrai qu'on a Coinbase qui a dévissé, qui a perdu en bourse, entre guillemets, voilà, du pourcentage de performance, mais ça, c'est en fait, Coinbase, c'est également très lié aux performances d'altcoin, du Bitcoin, donc forcément, c'est pas étonnant. Et Binance qui demande des fuites, là, par contre, c'est Binance, hein, plus inquiétant, parce que ça soulève des questions de sécurité, donc notamment
Ça rappelle qu'on n'est jamais mieux loti qu'avec sa clé Ledger pour protéger ses crypto-monnaies et de n'utiliser les plateformes exchange comme Coinbase et Binance que dans des cadres d'intermédiaires. C'est-à-dire vous achetez, vous vendez vos cryptos sur ces plateformes-là et puis vous les retirez aussi vite pour les protéger ailleurs sur des cold wallets. Voilà. Bon, allez, je continue. Cette fois, je passe à CoinDesk. Donc, Barclays recherche un fournisseur technologique pour son nouveau moteur de règlement sur blockchain, d'après Bloomberg. La banque britannique rivaliserait avec donc JP Morgan et d'autres en utilisant une technologie décentralisée pour les services bancaires. Donc voilà, vous voyez, tout est lié, c'est-à-dire qu'on est vraiment en train d'assister à une révolution industrielle. Vous avez vu avec notamment VeChain qui est en train de révolutionner avec la blockchain toute la supply chain européenne. Vous avez les stablecoins qui révolutionnent l'aspect monétaire et envisagent en fait de nouvelles euh, interactions entre pays, même hein, entre économies, grâce à la blockchain et aux stablecoins. Et vous avez voilà, ben Barclays maintenant qui s'y met parce que c'est beaucoup trop utile. Donc on imagine que dans quelques années, en fait, on aura une guerre. On est déjà en train d'assister à une guerre en fait entre stablecoins bancaires au final. Ils veulent tous créer leur propre stablecoin pour rivaliser et parce que aussi ils savent qu'ils n'ont pas le choix. C'est une question de survie. Pourquoi? Parce que on a bien vu que depuis l'arrivée des stablecoins de Tether ou de Circle, les banques perdent en fait du volume au final d'échange et ne sert plus à rien. Parce qu'il n'y a plus besoin de banque au final d'intermédiaire pour assurer une transaction X ou Y à travers les stablecoins. Voilà. Donc les banques n'ont pas le choix de se mettre aux stablecoins justement pour couper leur part du gâteau et même c'est une question de survie. Donc je continue, journalducoin.com, tokenisation RWA, la SEC se penche sur la régulation des titres tokenisés. Voilà, donc quand je vous dis qu'on a encore quand même, on a des barrières de non-réglementation, c'est pas que la SEC ou les gouvernements mettent des barrières, c'est juste qu'en fait, comme il n'y a pas de réglementation encore fixe et précise, eh bien, vous avez des acteurs, notamment, je suis sûr, hein, personnellement, des institutionnels qui sont frileux encore à mettre trop d'argent dans ce milieu-là. Par contre, le jour où vous allez avoir eh bien, des réglementations précises, et comme par hasard, la SEC qui se penche à l'instant, là, actuellement, hein, sur la régulation des titres tokenisés, au moment où elle embauche un ancien de Chainlink et au moment où elle, justement, elle demande donc au cofondateur de Chainlink de devenir en fait un advisor, un conseiller proche, quoi, au sein de la SEC. Bon, voilà, on fait le puzzle, encore une fois, le puzzle, voilà. On a dézoomé, le puzzle est en train de se construire, et voilà. Donc, quand ça va arriver, une fois, et ça va arriver hein, tôt ou tard, donc moi je pense pour avril, mars, avril, donc là on est bientôt en mars, mais plutôt avril, eh bien on aura le Clarity Act déjà qui va être tamponné. Vous aurez peut-être avec, ou alors dans un deuxième temps, effectivement la régulation des titres tokenisés, cet aspect-là de tokenisation des actifs, mais je pense que ça va arriver dans un deuxième temps parce que là le Clarity Act c'est plutôt tout ce qui est stablecoin, les liens entre les banques et les stablecoins, enfin tout cet aspect-là des choses qui est mis en avant. Mais ça va arriver, cette régulation, et quand ça va arriver, ça va être le top départ des flux de liquidités massifs tsunamis qui vont se déverser dans ce secteur-là. Parce que ce sera le feu vert, en fait. Voilà. Là, on a un carrefour, on a le rouge pour les institutionnels, mais quand ça passe au vert, ça va bombarder. Bon, voilà, donc je continue, allez, avec cette fois CoinDesk. Les émetteurs de RWA privilégient la constitution de capital à la liquidité selon une enquête de Bricken. Les données exclusives du quatrième trimestre montrent que 69,2% des émetteurs sont opérationnels, tandis que 84,6% signalent une friction réglementaire influençant le déploiement de la tokenisation. C'est exactement voilà, ce que je vous disais juste avant. 84,6% des institutionnels, du coup, sont intéressés s'il y a une friction réglementaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est pas une question de liquidité pour eux, c'est pas une question d'argent au final, c'est une question de contraintes administratives et réglementaires. Voilà. Donc, le jour où on va avoir la réglementation, ça va bombarder. C'est logique, puisque on a un outil qui est extrêmement puissant, la blockchain, les stablecoins, le RWA, et vous avez en face des trillions, des quadrillions de dollars, comme le dirait justement, je pense, lors de Hondo Finance, lors de Hondo Summit que je vous ai passé tout à l'heure,
eh bien, je crois la PDG de S&P Global, et ben voilà. Et donc, c'est 84,6% là. Ils sont en train de se dire, merde, putain, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On n'a pas le feu vert, là. Vous voyez? Ça a bombardé. Alors, quand est-ce qu'on aura vraiment le feu vert, ça, je peux pas vous dire. En tout cas, je sais que le Clarity Act, vous voyez, je vous dis, c'est avril. Et après, pour les RWA, bah, on verra, peut-être cette année, peut-être 2027, on verra. Et donc ça, c'est d'autant plus intéressant. Vous voyez que là, j'ai un autre article de cryptos.fr. La dette mondiale atteint un record à 348 000 milliards de dollars. Est-ce un problème? Bah, oui, quand même. Donc à la fin de l'année 2025, la totalité de la dette mondiale s'était levée à 348 000 milliards de dollars. Et donc nous, la France, on est à 3 500 milliards bientôt des brouettes d'euros de dette. Ouais, donc on n'est pas en reste quand même, mais pour vous dire que tout ça, le problème, eh ben c'est un enjeu justement monétaire. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est la dette? C'est de l'impression d'argent par les banques centrales à l'infini, sans contrepartie au final économique derrière réel. Et donc c'est quoi? Ça veut dire l'inflation derrière. Parce que plus vous imprimez d'argent, et plus vous créez de l'inflation. C'est pour ça qu'on a une inflation continuelle sur tous les pays occidentaux et même la Chine, même la Russie. Alors la Chine moins, parce que la Chine, c'est plutôt une déflation qu'ils connaissent en ce moment parce ils sont montés trop haut, et donc c'est l'inverse. Mais c'est pas bon non plus, hein, parce qu'une déflation trop forte, ben, c'est pas, ça a des répercussions sur l'économie, mais inversement, en fait. Donc là, nous, en Occident, par contre, on est en train d'assister vraiment à une explosion de l'inflation. En tout cas, on n'en parle plus trop, mais en tout cas, en Europe, on est autour des toujours 2-3%, mais bon, depuis le Covid, on a accumulé de peut-être entre 20 et 25%. Ah, en 5-6 ans, c'est énorme, hein, 20-25% de pouvoir d'achat qui sont flingués. Tout ça parce qu'on donne en plus de l'argent. Alors nous, on est les gens les plus généreux avec tous les autres pays du monde, sauf nous. Voilà, et que nous, vraiment, on peut crever la dalle pour avoir des fonds en France, en Union européenne. Mais par contre, pour donner de l'argent en Ukraine, pour donner de l'argent même à la Chine, on a donné 300 millions à la Chine à un moment. Ah, ça, on est les champions du monde, quoi. Bon, bah, il faudrait peut-être arrêter de faire ça parce que le problème, c'est que quand on imprime de l'argent et qu'on le file à droite à gauche, sans contrepartie réelle, eh ben, on crée l'inflation. Donc au final, ça nous retombe sur la tronche, quoi, derrière. Voilà. Et donc, le problème, bah, c'est que si vous faites ça à une échelle mondiale, bah, vous avez compris que ça crée une instabilité économique, monétaire. Et donc, qui dit instabilité monétaire, dit derrière des solutions, des remplacements monétaires. Et ça, de la part des citoyens. C'est-à-dire que c'est pas les gouvernements qui vraiment arrivent à faire ça, parce que c'est les gouvernements et les banques centrales qui créent l'inflation en ce moment. Parce que maintenant, ils n'ont plus le choix. Au final, une fois qu'on a fait marcher à planche à billets avec l'arrêt des accords de Bretton Woods, notamment avec les talons or, là, en 1971, à cause de Nixon, et bien depuis, c'est pour ça que l'or explose, parce qu'en fait, c'est pas vraiment l'or qui explose, c'est la valeur des monnaies fiduciaires, euro, dollar et tout, qui chute en fonction ben, justement de la masse monétaire qui explose mondiale. Voilà. Donc on est en train d'assister là aussi, bah, en fait, à la fin du système économique de dette qu'on connaît. Et on est en train vraiment, ça prend des proportions bibliques. Parce que regardez, là, j'ai un article de leséchos.fr, nouvelle alerte sur le crédit privé avec la chute du britannique MFS. Le prêteur immobilier non bancaire, donc crédit privé, hein, basé à Londres, a été placé sous administration cette semaine. De grandes banques sont exposées à de potentielles fraudes. Donc la semaine dernière, c'était Blue Owl. J'en ai déjà parlé, j'avais expliqué ce qui se passait. Bon, c'était pas triste quand même, et c'était très opaque, donc c'était plutôt une alerte parce que Blue Owl est arrivé à rembourser tous ses créanciers, entre guillemets, rapidement à hauteur de 99,7%, mais ça soulevait quand même la question de wow, où sont allés prendre cet argent, parce qu'ils ont remboursé quand même 1,4 ou 1,7 milliard de dollars d'un coup de prêt. Bon, voilà, comment ils ont fait? C'est-à-dire, ça a soulevé vraiment la question de la légitimité des fonds, et cetera. Et une semaine après, boum badaboum, on apprend qu'il y a un autre gestionnaire de crédit privé britannique qui coule, carrément, ils ont coulé. Donc là, ça rappelle quand même un petit air de déjà vu, malheureusement. C'est-à-dire là, j'ai un article donc de SWI swissinfo.ch, mais qui s'est reporté à un article de Bloomberg. Alors, l'article de Bloomberg, j'y suis allé, mais le problème, c'est qu'il faut s'abonner. Alors, désolé, mais moi, je ne suis pas payé pour accéder à Bloomberg, hein, ils sont bien gentils, mais bon, voilà. Donc, je suis passé par des manières, excusez-moi, un petit peu détournées, hein, voilà, comme ça. Et donc, ben, l'article de Bloomberg, en fait, expliquait clairement
que la peur sur les crédits privés est en train d'atteindre vraiment les plus bas fonds, enfin, voilà, avec justement en fait le warning, c'est-à-dire l'alarme que sonne la banque UBS quand même sur des défauts à hauteur de 15%. Donc ça rappelle tout simplement des niveaux supérieurs à la crise de 2008 quand même. Ouais. Voilà, donc même la crise de 2008 n'avait pas connu en fait de telles crises de défaut sur les crédits privés notamment. Bon. Donc là, en 2 semaines, on a donc Blue Owl, s'en sont sortis, ils ont trouvé des solutions, on ne sait pas comment, on va pas savoir en fait, c'est ça, hein, j'ai compris. Mais là, par contre, MFS, eux, ils ont coulé. Sous l'administration, c'est qu'ils sont en banqueroute. Donc, on va voir quand même si par la suite, les autorités ou autres, ils arrivent à perfuser le système totalement, comme ils le font depuis 2023-2024 sur les banques, notamment qui avaient coulé, vous savez, aux États-Unis. On avait perfusé le système à fond. Est-ce qu'ils vont arriver à faire pareil ici? Ou alors est-ce que c'est un problème bien plus profond? Parce que je rappelle encore une fois que les crédits privés, bah, le principe, c'est que c'est privé. Donc en fait, vous savez pas vraiment les fonds derrière, vous savez pas, il n'y a pas de transparence. C'est pas comme une action boursière où vous avez en temps réel, tout le monde peut accéder au prix de l'action, donc vous savez exactement où ça en est. Voilà. Donc pour le meilleur et pour le pire pour la société, parce que quand ça monte, bah, tout le monde est content, donc ça pousse à acheter, hein, ce qu'on voit avec Nvidia, ces sociétés de la tech. Et quand ça baisse, bah, pareil, tout le monde panique et du coup ça vend. Et ça amplifie le phénomène. Mais sur les crédits privés, bah, on ne sait pas en fait. Donc il n'y a que la société qui le sait et quand elle fait faillite, bah, c'est à ce moment-là qu'on sait que c'est la merde en fait. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer là quand même depuis 2 semaines. Bon, donc à voir, voilà, mais on voit bien que, vous voyez, entre la masse monétaire mondiale qui explose, les dettes qui explosent, bon, maintenant on est en train de se demander si le système du crédit privé est pas en train d'imploser à l'échelle même mondiale. Bon, bah vous avez compris que en fait, la crypto-monnaie, le RWA, la tokenisation d'actifs, c'est pas mal, quoi. C'est-à-dire le Bitcoin aussi. Bon, c'est positif pour ces genres d'actifs-là parce qu'il y a une valeur refuge. C'est un système qui est un peu quand même décentralisé, même s'il y a eu les ETF Bitcoin et tout qu'on arrive maintenant à manipuler avec Janet Street. Enfin, ça reste à prouver, mais bon, je pense que on n'est pas loin quand même du truc, à toucher du doigt. Le fait qu'on a des manipulateurs qui sont capables de manipuler le marché. C'est prouvé, quoi. En tout cas, ça, c'est possible. Donc, le Bitcoin n'échappe pas à la règle, vu que maintenant, on a des ETF Bitcoin là-dessus. Je pense que ça va être peut-être de pire en pire si les régulateurs ne sont pas vigilants là-dessus. Voilà. Alors, espérons que si Jane Street s'est avéré, ben, il leur tombe bien sur la gueule, comme ça calme tout le monde, et ils vont peut-être se calmer un petit peu en quelques temps avant de remanipuler les cours du Bitcoin. Mais bon, ça reste à voir. En tout cas, ça reste vraiment un actif, pour moi, qui permet d'être une solution de repli, en tout cas au système bancaire traditionnel, qui va peut-être, voilà, avec tout ce qu'on voit quand même. Parce que je rappelle, hein, la semaine dernière, je vous l'avais montré, mais on est sur les défauts enfin, des pertes non réalisées sur les banques à un niveau record, hein. Je vous ai montré le graphique la semaine dernière, c'est assez impressionnant. Et donc maintenant, ben voilà, petite transition sur l'or, parce que quand même l'actif numéro un mondial, hein, c'est l'or et l'argent. Et regardez, l'or est en train vraiment de repartir à la hausse à un niveau jamais vu, puisque vous voyez, on est en train de se rapprocher du dernier record qu'on avait connu là sur 2 jours, avant que ça se recasse la gueule. Mais là, l'or est en train de battre encore tous les pronostics, puisque là, vous voyez, si je prends sur une semaine, et ben regardez-moi cette performance de fou. Donc là, il y a aussi plusieurs hypothèses. Donc déjà, le système de crédit privé qui fait peur à tout le monde. La guerre, bien sûr, je n'en ai pas parlé ici parce que bon, j'ai pas le temps et puis je m'y connais pas assez en géopolitique pour parler de la guerre Iran éventuelle, hein, je sais pas, c'est pas la guerre encore, mais éventuellement entre les États-Unis et l'Iran. Mais je pense que l'or est en train de pricer potentiellement cette guerre. Donc forcément, bah, il monte, hein, voilà, c'est pas compliqué. Enfin, bref, c'est tellement le bordel de toute façon que c'est pas compliqué, quoi. Là, c'est le bordel, donc ça monte, hein, voilà. Et l'argent, eh bien l'argent, c'est pareil. L'argent, c'est pas une surprise, puisque ça continue de monter également pour l'argent. Vous voyez, on a 2553 euros le kilo. Et l'or, nous étions à 143 000 euros le kilo. Voilà, donc si je devais faire vraiment la conclusion
de cette vidéo, hein, les amis, eh bien écoutez, c'est juste que pour voilà, si vous avez une stratégie de débancarisation, de diversification, c'est vrai que bon, vous voulez prendre plus de risques, eh bien vous avez le Bitcoin et le secteur du RWA. Voilà, alors moi personnellement, j'y crois très fort, vu les raisons, pour les raisons que je vous ai citées dans la vidéo, hein. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Et bien sûr, le numéro un, le top, c'est quand même l'or, l'argent, qui restent les valeurs refuges prouvées, prouvables, je puis dire, depuis 5000 ans, hein. Voilà. Et continue de le démontrer parce que plus c'est le bordel, plus ça monte. Voilà. Malheureusement, parce que c'est-à-dire que c'est le bordel. Voilà les amis, donc écoutez, ben, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, hein. Et puis sinon, ben, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite un excellent week-end, reposez-vous bien, et puis voilà, la bise, ciao!